Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. Au sommaire de ce journal, quel est le Bénin dont nous rêvons en 2060? C'est la problématique mise sur tapis ce jeudi. Il s'agit de permettre à tous les Béninois de participer à la vision nationale de développement à cet horizon. Le processus a été lancé ce jeudi au Palais des Congrès de Cotonou par le ministre d'État en charge du développement. Les détails dans un instant. Et pendant ce temps, le ministre de l'Énergie et de l'Eau et des Mines était en tournée dans le département du Mono. Objectif, constater l'état d'avancement des travaux de construction des postes de transformation électrique des communes d'Atiémé et de Comé. C'est dans le cadre du projet PAD SBBE. Les détails dans ce journal. Et comme vous le savez, le Bénin ne cesse de renforcer ses barrières contre le travail des enfants après les multiples initiatives mises en œuvre dans le programme d'action du gouvernement et aussi avec les partenaires. Il est annoncé l'intégration au sein de l'Alliance 8.7 de l'OIT sur l'élimination du travail des enfants en 2025. L'atelier d'élaboration de la feuille de route pour l'intégration du Bénin a eu lieu ce jeudi à Cotonou. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonsoir. Quel est le Bénin dont nous rêvons en 2060? La problématique est déjà sur tapis. Tous les Béninois sont appelés à participer à la formulation de la vision nationale de développement à cet horizon. Le processus a été lancé ce jeudi au Palais des Congrès de Cotonou par le ministre d'État en charge du développement. Les membres du cadre institutionnel de mise en œuvre de ces études nationales de prospective à long terme ont également été installés à l'occasion. William Cliquant pour les détails. Tous les corps constitués de la nation étaient à la salle rouge du Palais des Congrès de Cotonou pour le lancement du processus de formulation de la vision nationale de développement du Bénin à l'horizon 2060. Penser la nation sur plusieurs années est une action prospective que le Bénin a pu réaliser déjà par le passé. Les premières études nationales de prospective à long terme, pensées en 1993 et lancées en 1998, ont conduit à l'orée de l'an 2001 à la construction de la vision Bénin 2025 à l'AFIA. Comme vous pouvez le constater, cette échéance tend inexorablement vers son terme. Ainsi, conscient de son importance et du fait qu'il s'agit d'un processus long et complexe, le gouvernement a inscrit au titre des priorités du programme d'action du gouvernement 2021-2026 la construction d'une nouvelle vision du Bénin. Ne pouvant tisser la nouvelle corde qu'au bout de l'ancienne, la vision Bénin 2025 à l'AFIA a d'abord été évaluée. Le cabinet d'experts ayant travaillé à la capitalisation des acquis et insuffisances pratiques de cet agenda a présenté à l'occasion le fruit de ses travaux. L'équipe scientifique, coiffée par l'ancien ministre de la Planification, Antonin Dossou, a relevé en somme une vision Bénin 2025 à l'AFIA, bien ambitieuse, mais pas suffisamment mise en œuvre. Va s'en suivre la présentation de la feuille de route de formulation par le secrétariat permanent de l'équipe technique de pilotage pour ces études nationales de prospective à long terme Vision Bénin 2060. À l'instar de celui de la Vision 2025, le processus de la Vision 2060 sera mis en œuvre de façon participative et inclusive. Toutes les forces vives de la nation seront consultées et des consensus seront dégagés sur les choix à opérer. Dans les prochains jours, chacun sera sollicité de diverses manières à apporter sa pierre à l'édifice de cette nouvelle vision du Bénin. Nous avons anticipé sur cette problématique en faisant le choix, comme l'a dit Robert Dossou dans la vidéo tout à l'heure, en faisant le choix de soumettre au vote du Parlement la vision que consensuellement nous aurons adoptée. Cette cérémonie de lancement marque aussi l'installation des membres du cadre institutionnel de mise en œuvre de la vision 2060 dont les travaux durent 2 ans. Dans le cadre de l'étude du budget général de l'État exercice 2024, le bal des ministres se poursuit devant la commission budgétaire de l'Assemblée nationale. Ces dernières heures, c'est le tour du ministre des Affaires étrangères, Cheikh Adjadi Bakari. Quelles sont les grandes lignes du budget du ministère des Affaires étrangères pour le compte de l'année 2024? Nous allons suivre les explications du ministre après son passage devant la commission budgétaire. Le projet de budget de l'année 2024 du ministère des Affaires étrangères s'établit aux alentours de 16 milliards de francs CFA, en légère baisse de 4% par rapport au budget 2023.
mais cette baisse en réalité vient du fait qu'il y a une réduction des effectifs liés notamment au départ à la retraite au niveau du ministère. Et donc on peut considérer globalement qu'il y a une stabilité au niveau de l'enveloppe budgétaire, sachant que l'année dernière, il y avait eu de gros projets d'investissement, notamment la construction de la résidence du ministre des Affaires étrangères. En réalité, si on retraite de cet élément, le budget est plutôt en évolution par rapport à l'année 2023. Comment est-ce qu'on se projette en termes d'objectifs pour l'année prochaine, pour 2024 ? Premièrement, un volet important, ça va être le travail sur la mise en place en fait, de la plateforme e-diaspora. L'objectif pour nous étant de faire en sorte que les Béninois, où qu'ils se trouvent sur la terre, puissent avoir accès aux services de base et que nous puissions les accompagner en fait, sur les démarches consulaires, les demandes de papier, les demandes de documents officiels. Et donc, ce projet va permettre de réduire, de raccourcir la distance entre la nation, entre l'État et nos compatriotes qui vivent à l'étranger. Seconde piste très importante sur laquelle nous allons travailler l'année prochaine, ça va être la modernisation et la digitalisation de l'administration diplomatique pour faire en sorte que la continuité de l'action diplomatique soit assurée décennie après décennie. Et donc pour cela, il y a tout un effort de digitalisation, de transformation du ministère et ce sera un projet important qui va nous occuper l'année prochaine. Et enfin, parce que cela représente une part importante de notre visibilité, de notre attractivité, il y aura de grands projets en fait, de réfection et de réfection et de remise en état de nos différentes missions diplomatiques parce qu'elles représentent le Bénin, elles donnent l'image du Bénin et il est important en fait qu'elles envoient une belle image du pays à l'étranger. Voilà de manière ramassée en quoi consistera en fait le budget pour l'année prochaine et qui nous permettra de mettre en œuvre l'approche diplomatique que nous essayons, mon équipe et moi, de développer depuis quelques mois. Voilà, c'était à l'instant le ministre Cheikh Ouadiadi Bakari. Il est allé exposer à la commission budgétaire les grandes lignes du budget du ministère des Affaires étrangères pour le compte de l'année 2024. Et pendant ce temps, le ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines était en tournée dans le département du Mono. Objectif, constater l'état d'avancement des travaux de construction des postes de transformation électrique des communes d'Atiémé et de Komé. C'est dans le cadre du projet PAD SBBE. Esther Tofa pour le compte rendu. Bonne nouvelle pour les populations d'Atiémé et environ. Démarrés en mai 2022, les travaux de construction du poste de transformation et de distribution d'énergie électrique dont la capacité est de 161, 63 et 20 kV sont presque à terme. Ça a été pour moi une grande joie de voir que tout est presque terminé. Il ne reste que la connexion avec Nangbeto et avec Maria Gleta. C'est tout ce qui reste simplement. Une fois ça l'a terminé, et puis la CEB est à nos côtés ce matin. Donc les conditions ont été données dans ce sens pour que dans les meilleurs délais possibles, cette connexion puisse être faite. Ce qui libère le Bénin de quelque chose que nous avons traîné depuis 60 jusqu'à nos jours. Ce poste est un poste essentiel. Et quand on regarde en fait dans le planning qui a été fait, il n'existe pas. Ça a été donc une création personnelle du chef de l'État parce que ce poste libère le Bénin je ne dirais pas du voisin de l'Ouest, mais en réalité nous rend autonomes dans la source d'alimentation des départements du Mono et du Koufo. Sur un délai contractuel de 24 mois, c'est au bout de 16 environ que l'entreprise Vinci Énergie en charge des travaux a réalisé l'ouvrage. Réaliser un tel ouvrage dans des délais si courts, c'est une véritable prouesse. Elle a été possible parce que le chantier était bien préparé, parce que les clients étaient bien organisés, parce que les décisions étaient prises rapidement et parce que ça répondait à un besoin qui était au service de la population. Sur le site de Komé, moins vaste que celui d'Atiémé, le constat est le même. Les travaux arrivent à terme avant la fin de l'année en cours, avec la mise sous tension du site qui, pour sa part, va desservir les populations de la commune et environ jusqu'à la frontière du Togo. Donc la suite de Atiémé, c'est ça que nous voyons ici. C'est une suite logique. On a ce qu'il nous faut en 161 à Atiémé. Ici, nous avons du 63-20 kV, ce qui permet donc à notre pays d'être, comme il avait dit tantôt,
indépendant en matière donc, de distribution de l'énergie, en matière de transport de l'énergie et en matière également de la source d'alimentation de nos populations. Ici, donc, la SBE viendra se connecter. Parce que la CEB, normalement, d'ici le 15 décembre, aura fini de connecter et à Thiémé et ici, Cobin. Donc, à la SBE, maintenant, de venir piquer pour la distribution, pour toute la zone que je viens de citer, jusqu'à la hauteur de Ouida, retourner ainsi dessus tout ce qu'il y a jusqu'à la frontière du Bénin et même être donc, en attente pour alimenter donc, la partie togolaise, le côté est du Togo, c'est-à-dire donc l'ouest du Bénin. L'entreprise Vinci a profité de la visite du ministre Adambi pour faire un don de kits scolaires à l'école primaire publique de Goudon. Ce don représente le volet social du projet PAD-SBE exécuté par l'entreprise. Laura Sow, c'est le nom de la représentante des enfants du Bénin. Elle s'est entretenue ce mercredi avec le coordonnateur résident du système des Nations Unies au Bénin. L'exercice leur a permis de faire le tour d'horizon des actions menées par l'organisation pour la protection et l'épanouissement des enfants en République du Bénin. Cette séance de take-over est une idée du Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF, une initiative qui entre dans le cadre de la Journée mondiale de l'enfance, célébrée le 20 novembre de chaque année. Nous allons suivre. Est-ce que vous pourriez partager des informations sur certains défis particuliers auxquels font face les filles au Bénin et comment les Nations Unies adaptent leurs initiatives pour répondre à ces réalités locales? Ça, c'est une très bonne question, parce que c'est une question à laquelle nous faisons face régulièrement. D'abord, les défis. Quels sont les défis? Il y a une longue série de défis, mais je vais donner seulement 2 ou 3 défis. Le premier, c'est les obstacles qui empêchent à la jeune fille d'aller à l'école. Par exemple, le manque d'école, le manque de moyens, etc. Le deuxième, c'est les problèmes que les filles rencontrent même quand elles sont à l'école. C'est-à-dire si elles ne sont pas bien protégées ou bien si leurs besoins spécifiques ne sont pas satisfaits. Je vais donner un exemple. Dans les écoles, par faute de moyens, parfois on n'a pas de lieu d'aisance, donc on n'a pas de toilettes pour les garçons et puis toilettes pour les filles. Et ça peut poser aussi des problèmes pour les jeunes filles parce que les jeunes filles ne sont pas confortables d'utiliser les mêmes toilettes que les hommes. Ensuite, le troisième problème, c'est que au Bénin, comme dans d'autres pays, parfois la culture veut que les jeunes filles se marient très tôt. Et quand elles se marient très tôt, on peut simplement parler de mariage d'enfants. Et le mariage d'enfants est un grand obstacle parce que quand la très jeune fille, 15 ans, 16 ans, se marie et qu'elle a un enfant, ça veut dire qu'elle a une grande responsabilité. Avoir la responsabilité d'un bébé, d'abord à cet âge-là, elle est trop jeune pour prendre soin d'un bébé. Et puis, deuxièmement, à ce moment-là, ça veut dire que si elle était à l'école, elle ne peut plus, parce que qui va s'occuper de son enfant? Et donc, ce que nous faisons, nous discutons avec les autorités communautaires, les autorités nationales, pour que, premièrement, elles mettent en place des lois qui facilitent l'éducation des jeunes filles. Par exemple, des lois qui empêchent le mariage des enfants. Dans un document que j'ai lu, une enquête qui a été faite, j'ai appris qu'en 2021, au Bénin, il y a eu 708 mariages d'enfants. Ça, ce sont les mariages qui ont été documentés. Mais il y en a d'autres qui n'ont pas été documentés. Et ça veut dire que si la jeune fille s'est mariée à 14 ans ou à 15 ans, ça veut dire qu'elle n'avait pas encore terminé le collège. Qu'elle était encore à l'école. Et donc ça, c'est un grand problème. Alors, ce que nous faisons, nous travaillons avec les autorités nationales pour changer les lois. Et au Bénin, je suis content de dire que le nouveau code des personnes et de la famille fixe à 18 ans l'âge du mariage. Mais de l'autre côté, nous donnons aussi des chances aux jeunes filles, par exemple, qui n'ont pas eu la chance de rester à l'école. À travers des programmes, on donne des formations pour qu'elles puissent apprendre à faire quelque chose, à faire un métier, à pouvoir gagner un peu d'argent pour vivre.
Parlons à présent de la visite de travail au Bénin d'une délégation du département de Hauts-de-Seine. Les partenaires sont venus dans le cadre d'une convention signée en 2017 et qui a été renouvelée en 2022 pour 4 ans avec la communauté des communes d'Uzou CCZ. Le séjour au Bénin leur a permis de prendre connaissance des avancées du programme de développement agricole, une séance ponctuée de diverses activités menées dans plusieurs communes d'Uzou. Reportage. 3 jours de visite de terrain au Bénin. Le séjour a permis à la délégation du département des Hauts-de-Seine de prendre connaissance des avancées du programme de développement agricole qu'il soutient depuis des années. Mais avant d'aller à la rencontre des différents groupes bénéficiaires, les hôtes du président de la communauté de communes du ZOU CCZ ont d'abord procédé à l'inauguration de l'exposition Le ZOU d'hier à aujourd'hui, regard croisé. Cette exposition met en effet à l'honneur des autochromes issus de la collection des archives de la planète conservées au sein de notre musée départemental Albert Kahn. Ce jour marque un tournant dans le partenariat avec nos 2 territoires, puisque nous lançons officiellement à travers cette exposition le volet culturel de notre convention de coopération décentralisée. Tout comme ce projet culturel, bien d'autres activités étaient inscrites à l'agenda des visiteurs. À Ronron, dans la commune de Djidja, ils se sont rendus sur l'espace villageois d'innovation agricole et d'élevage. Le site est aménagé dans le cadre du programme d'appui aux productions locales. C'est un lieu de formation aux pratiques écologiques. Pouvoir enclencher le programme en fait sur une... À Ronli, dans la commune d'Abomey, chez les femmes transformatrices de soja, la délégation a assisté à une animation cuisine mobile. Le lot de présentation a précédé l'inauguration à Boycon du pôle Bénin Entreprendre Solidaire avec son territoire Best Zoo. Aujourd'hui, vous découvrez le résultat d'un processus qui a commencé en avril 2021. Il s'agit, au service de la communauté des communes du Zoo, de faire de ce lieu un instrument pour développer la compétence du territoire en matière de développement économique local. De Boycon Cap a été mis sur Cove, la cité des mythes. Ici, les hôtes ont visité une unité de transformation de l'arachide et ont aussi eu des échanges sur la valorisation des produits fabriqués dans le zoo. Tout ceci a été précédé d'une séance de travail à la mairie au cours de laquelle il a été remis au chef de la délégation le document du plan de développement intercommunal. Il y a encore du travail à faire et notre politique est de nous inscrire dans la durée. Et nous resterons ici si, bien entendu, tout se passe bien entre nous, mais j'ai le sentiment profond que c'est le cas, nous resterons le temps nécessaire. La convention que nous avons signée, cette convention, à des moments donnés, peut subir des modifications. Et ces partenaires, nous l'avons redonné confiance que la CZ jouera entièrement sa partition. Et à leur retour, ces partenaires nous ont confirmé aussi que le pouvoir décisionnel appartient à la CZ en termes de contenu à donner au programme. L'ultime étape de la randonnée a été la visite au palais du roi Zéré. Chez la tête couronnée, les partenaires ont eu droit à plusieurs tableaux artistiques et culturels. L'Ordre national des architectes et urbanistes du Bénin célèbre ses 40 ans d'existence. Pour marquer les noces d'émeraude de l'association, ses membres se sont donné rendez-vous ce mardi 21 novembre dans la maison des bâtisseurs à Cotonou. Cette première rencontre est consacrée au lancement officiel des festivités qui s'étendent sur 4 jours. Également au menu de ce rendez-vous, placé sous le thème culture architecturale et innovation, la visite des stands de matériaux de construction haut de gamme exposés pour la circonstance. Reportage. 1er novembre 1983, 1er novembre 2023, 40 ans se sont déjà écoulés depuis la création de l'Ordre national des architectes et urbanistes du Bénin. Autant d'années au service de la population béninoise et du développement du pays qui ne peuvent être passées sous silence. Pour marquer ces noces d'émeraude de l'association, ses adhérents ont mis sur pied un programme riche en couleurs. Et c'est ce colloque international sur l'architecture en Afrique de l'Ouest qui ouvre le bal des activités. Au nombre des manifestations prévues, en dehors du colloque international sur l'architecture, il a également prévu l'Assemblée générale ordinaire de la Fédération des architectes francophones d'Afrique, FAFA, la 4e réunion de la région ouest de l'Union des architectes d'Afrique, la découverte de la GTIZ et à la soirée de gala, au cours de laquelle nous allons assister à la cérémonie de prestation de serment de 10 nouveaux architectes. Loin des plats et couverts, cette célébration qui marque une nouvelle page dans la vie de l'association
est le lieu pour ses membres de faire le point des 40 ans d'existence de l'ordre. Un carrefour de dialogue qui accouchera des stratégies et solutions idoines qui vont permettre à ses membres de mieux organiser le secteur. À leur côté, pour immortaliser cette commémoration, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, la Fédération des architectes francophones de l'Afrique et l'Union des architectes d'Afrique. Un parterre de personnalités et partenaires venus rehausser l'événement. La commission de l'UOMOC salue et soutient l'organisation des activités de la célébration des 40 années de l'Ordre national des architectes et des urbanistes du Bénin, notamment le colloque international sur l'architecture, qui est une initiative de la conférence des ordres des architectes des États membres de l'Union. Nous restons tous engagés à vos côtés pour relever les défis de l'architecture et la professionnalisation du métier d'architecte dans notre région. Je voudrais vous réitérer donc l'engagement du président de la République à vous donner la main pour vous donner l'occasion d'éclore votre potentiel dans la rigueur et le professionnalisme qui doivent désormais caractériser le cadre de vie résilient, durable, sûr et inclusif, totalement en droite ligne avec l'ODD 11. La célébration du 40e anniversaire de l'Ordre national des architectes et urbanistes du Bénin ne s'arrête pas à cette cérémonie inaugurale. Entre autres activités au menu des festivités, cette fois dédiée aux matériaux de construction haut de gamme et de la dernière génération. Un espace qui va permettre à ses membres et leurs hôtes d'échanger et de nouer des partenariats plus fructueux pour booster le développement du secteur. Parlons agriculture à présent avec les acteurs impliqués dans la production du soja à Perere et les localités environnantes. Ils sont désormais mieux imprégnés des nouvelles mesures prises par le gouvernement pour alléger la commercialisation du soja. Ils ont eu droit ce week-end à une séance d'information initiée par le leader Adam Chabibouko au nom du parti Bloc républicain. Nous allons suivre. Permettre aux sojaculteurs de la commune de Perere de mieux s'approprier la nouvelle décision du gouvernement qui allège la commercialisation du soja. C'est l'objectif de cette nouvelle descente de Adam Chabibouko sur sa terre natale. Le coordinateur communal du parti Bloc républicain à Perere, accompagné des conseillers communaux du parti, sont allés à la rencontre de ces acteurs venus de plusieurs localités à qui ils ont mieux expliqué les nouvelles mesures. Il n'y a plus de raison pour que le premier acteur, à savoir le producteur, ne puisse pas jouir pleinement de son produit. Donc nous avons expliqué, parce que nous connaissons, les gens peuvent venir déformer cet acte qui a été pris, et c'est pour ça que nous sommes venus leur apporter plus de précision pour que cela soit bien. Les participants à la séance se disent comblés par les nouvelles mesures et salue la démarche du Bloc républicain à travers le leader Adam Chabibouko. À travers l'échange, on a compris que l'État a diminué les taxes que les commerçants payaient pour sortir les produits du territoire. Cette taxe était à 140 francs le kilogramme, mais maintenant, l'État a ramené ça à 30 francs le kilogramme. Mis à part ça, on a compris également que tous les agréments que les commerçants devraient faire normalement, tout ça là a été levé. Donc pour ce faire, toute la population de Perere et les producteurs de soja disent merci au chef de l'État et son gouvernement. Cette descente vise surtout, selon les initiateurs, à ne laisser aucune place à la désinformation. Restons avec le Bloc républicain dont les élus parlementaires de la 23e circonscription électorale ont effectué eux aussi une sortie ce week-end à Djidja, précisément ce dimanche. Denis Glebuto et son collègue Armand Gancet étaient face aux populations, notamment les acteurs de la filière soja de la ville Grenier du Zou, accompagnés du préfet ainsi que d'autres cadres et conseillers communaux du parti. Les deux personnalités sont allées expliquer aux populations les nouvelles mesures prises par le gouvernement en vue de faciliter la commercialisation du soja lors de la campagne 2023-2024.
Réunis à la maison des jeunes de Djidja, ils savent désormais tout sur les conditions pour commercialiser le soja grain lors de la campagne 2023-2024 au Bénin. Les populations de la ville grenier du Zou, notamment les acteurs de la filière soja de cette localité, ont été invités ce dimanche à une rencontre d'échange sur la question. La séance tient lieu de cadre d'explication et de sensibilisation sur les mesures prises par le gouvernement à cet effet. Tous les producteurs, surtout les acteurs, ont le libre choix de fixer désormais le prix, la date et le déroulement de la campagne pour l'exercice 2023-2024. La redevance payée désormais, au lieu de 140 francs pour la campagne 2022-2023, c'est ramené à 30 francs. Et c'est payé par le commerçant. C'est celui qui veut exporter le soja qui paye les 30 francs. Donc le producteur n'a rien à payer. Ce qui est interdit, c'est sur ça que nous avons mis l'accent, c'est de commencer par transporter ces produits dans des pays voisins au lieu de passer par le port. Même si on doit aller dans un pays, il faut nécessairement passer par le port pour que les dispositions mises en œuvre pour que les gens puissent payer les taxes de 30 francs soient respectées tout au long donc, de cette commercialisation-là. Face à l'auditoire, l'initiateur des échanges s'est attelé à expliquer à ses invités le bien fondé des décisions prises par l'exécutif. Denis Glegbeto, pour la circonstance, était accompagné de son homologue Armand Gansset, le préfet du département, ainsi que d'autres cadres et certains conseillers communaux du bloc républicain à Djidja. C'est une mesure qui soulage totalement la peine des populations, la peine des producteurs et nous avons jugé bon de descendre avec le préfet pour pouvoir rapidement partager la bonne nouvelle. Sinon, les gens peuvent revenir, dramatiser les choses, tourner les choses autrement et pour faire savoir qu'en réalité, le gouvernement a pris une belle mesure, mais il y a une virgule là. Donc c'est pour leur dire qu'il n'y a aucune virgule. Il n'y a aucune inquiétude. Tout en saluant la démarche des organisateurs, les acteurs de la filière soja à Djidja, par la voix de leurs responsables, ont remercié le gouvernement. Ils ont promis tout faire pour se conformer aux règles et exigences de la campagne de commercialisation 2023-2024 afin de pouvoir bénéficier prochainement plus d'avantages dans le secteur. Agriculture toujours, la première édition du concours Labour des lycées techniques et agricoles du Bénin organisé par la Société nationale de mécanisation agricole Sonama a connu son épilogue ce vendredi 17 novembre 2023. C'est au terme d'une finale qui s'est déroulée en plusieurs étapes au lycée technique et agricole de Inan dans la commune de Bembereke. Ils sont 8 candidats venus de différents lycées techniques et agricoles à avoir pris part à cette finale remportée par Jacqueline Glonou du lycée technique et agricole de Akodeha. Nous allons suivre. Ils sont 8 candidats à avoir traversé les différentes étapes, de la sélection à la formation, en passant par les phases préliminaires puis enfin au dernier carré de cette première phase du concours de Labour dans les lycées techniques et agricoles du Bénin. Cette initiative de la Société nationale de mécanisation agricole Sonama vise à former et à renforcer les capacités des acteurs de la filière agricole sur le terrain mais aussi des apprenants en situation de formation et de stage. 500 au départ, ils ont été formés aux techniques culturelles, à la manipulation des outils de culture et à d'autres spécialités de la mécanisation agricole. Ce vendredi au lycée technique de Inan dans la commune de Bembereke, les 8 meilleurs qui ont pu traverser les différentes étapes se sont affrontés pour la première place. En collaboration avec les proviseurs et les enseignants du lycée, nous avons fait une première sélection des 3 meilleurs candidats par lycée. Nous avons eu à sélectionner 8 candidats qui vont se présenter pour la phase de demi-finale et la finale du championnat national de Labour. La Société nationale de mécanisation agricole est garante de la mise en œuvre des stratégies dynamiques de mécanisation et de l'irrigation au profit des agriculteurs béninois. Son ambition est aussi la formation et le renforcement des capacités des acteurs à la base. C'est ce qui justifie d'ailleurs cette initiative portée par la Sonama et soutenue par Kez IH. La deuxième chose, ça va être de manière humaine où on va, au travers des programmes de formation divers et variés, avec les universités, mais aussi avec les partenaires techniques comme Kez,
fournir des formations et des accompagnements pour que, je dirais, l'ensemble des acteurs autour de la mécanisation soient le plus compétents possible. C'est une fierté pour notre ministère, pour tout le pays. Ça va les motiver sans doute parce que nous avons besoin des compétences dans tous les domaines pour impulser le développement de notre pays. Au thème de la finale de la première phase de ce concours, c'est Jacqueline Glono du lycée technique agricole à Kodéha qui s'en sort première. C'est vrai, ça n'a pas été facile pour moi. Oui, marche arrière, créneau, ça m'a vraiment dérangé. Pourtant, par la grâce de Dieu, le labou, je tiens à dire merci à M. Martin qui m'a un peu formé dans le labou. Cette initiative de la Sonama, organisée avec le soutien de Case IH, une entreprise spécialisée dans la fourniture de machines agricoles, a pris fin sous une note de satisfaction. Le rendez-vous est pris pour l'année prochaine pour une nouvelle édition prévue pour s'organiser au lycée technique et agricole d'Adjaomé. Je l'ai annoncé en début d'édition, le Bénin ne cesse de renforcer ses barrières contre le travail des enfants. Après les multiples initiatives mises en œuvre dans le programme d'action du gouvernement et aussi avec les partenaires, il est annoncé l'intégration au sein de l'Alliance 8.7 de l'OIT sur l'élimination du travail des enfants en 2025. L'atelier d'élaboration de la feuille de route pour l'intégration du Bénin a eu lieu ce jeudi 23 novembre 2023 à Cotonou. Reportage. Le Bénin est candidat pour rejoindre les pionniers de l'Alliance 8.7 de l'OIT sur l'élimination du travail des enfants. L'objectif est de venir à bout de ce fléau d'ici 2025, comme prévu dans le programme des objectifs de développement durable. Cette volonté est une nouvelle orientation qui vient couronner les efforts du gouvernement et ses partenaires dans la lutte contre le travail des enfants au plan national. Cette ambition est noble. C'est un rêve réaliste et réalisable, car si nous avons pu passer de 52% à 19,9%, soit en une réduction de près de 30 points en l'espace de 10 ans, il est tout à fait possible que d'ici 2025, avec les moyens importants que le gouvernement et ses partenaires techniques s'engagent à mettre en œuvre, nous voyons la situation des enfants dans le pays s'améliorer notablement. Et donc cet engagement du Bénin dans l'Alliance 8.7 est vraiment une marque vraiment non seulement de prise de conscience du problème, mais aussi de volonté de faire du Bénin un exemple et un modèle au niveau mondial. C'est donc à travers ces performances que le Bénin se retrouve à cette étape du processus d'intégration à l'Alliance 8.7 de l'OIT sur l'élimination du travail des enfants en 2025. Le présent atelier est le cadre choisi pour l'élaboration de la feuille de route pour l'intégration du Bénin. Dans ce cadre, vous aurez à suivre une communication sur le thème l'ODD 8 et l'intégration à l'Alliance 8.7 de l'OIT. Quels enjeux pour les États pionniers? À cet égard, je veux compter sur vous tous afin que de ces assises sorte une feuille de route qui reflète le nécessaire équilibre entre les nobles aspirations du peuple béninois et les nouveaux engagements que nous sommes amenés à prendre dans le cadre de notre intégration à l'Alliance 8.7 de l'OIT. Les travaux se déroulent en présence des cadres du ministère du Travail et ses partenaires, notamment l'UNICEF et l'OIT. L'autorité de régulation des marchés publics ARMP est en pleine tournée d'information. L'initiative qui vise à renforcer les capacités des secrétaires exécutifs, mais surtout celles des responsables en charge des commandes publiques, s'est déroulée à Kandy ce mardi pour le compte de la Liborie. Le point de cette séance a déroulé sous la houlette du président de l'ARMP, à suivre à travers ce reportage signé Ulrich Abalo. Outiller les secrétaires exécutifs des communes du Bénin ainsi que les cadres techniques qui les accompagnent pour une gestion plus efficiente de la commande publique. Tel est l'objectif visé par cette séance d'information, s'inscrivant dans le cadre d'une tournée nationale initiée par l'autorité de régulation des marchés publics. La rencontre réunit ici à Kandy les cadres en provenance de toutes les communes de la Liborie, excepté Segbanan.
Selon le premier responsable de l'ARMP, aucune irrégularité ne devrait plus être constatée dans la gestion de la commande publique. Elle doit se faire conformément aux règles fixées dans le cadre de la réforme structurelle mise en œuvre dans le secteur de la décentralisation. Cette réforme porte essentiellement sur la séparation des fonctions dans le souci d'améliorer le rendement au niveau des communes, dans le souci de permettre une gouvernance qualitative au niveau n'est-ce pas, des communes. Parce que si les communes se développent, il n'y a rien à faire, tout le Bénin se développera de façon harmonieuse. Mais si une commune, si Kandi ne retrouve pas dans le box de ceux-là qui portent la réforme, c'est sûr, le Bénin peut-être va se développer, mais il y aura quelque part où il y a encore quelque chose. Donc du coup, cette formation, c'est surtout pour améliorer la qualité dans la gestion de la commande publique en termes de procédures à suivre. L'occasion est mise à profit par le premier responsable de l'ARMP pour apprécier à sa juste valeur la réforme engagée dans le secteur de la décentralisation au Bénin. D'ailleurs, il n'est pas le seul à décerner satisfecit à cette initiative. L'initiative est à saluer et on va prier qu'elle se multiplie, qu'au moins chaque année ça se fasse en début et à la fin de l'année pour rafraîchir un peu nos mémoires en matière de règles, pour la maîtrise donc des règles applicables en matière de commande publique. Et à partir de cette formation, chacun des acteurs sait ce qu'il doit faire et les règles de procédure qui doivent être respectées afin que nous puissions offrir aux populations que nous servons des infrastructures de très bonne qualité et qui respectent vraiment les règles, les principes de la commande publique. Cette tournée de formation, initiée au profit des SE et de leurs collaborateurs, prendra fin le vendredi 24 novembre 2023. Le centre de formation CFL de Nati Tengou a abrité ce jeudi 9 novembre 2023 la cérémonie de réception d'ouvrages et de remise officielle de matériel et d'équipement au profit du CEPET Don Bosco de Parakou, du CFPA de Djougou et du CFL de Nati Tengou. Une initiative du programme formation professionnelle et renforcement de capacités pour emploi. L'objectif est d'accompagner les centres de formation en renforçant leur plateau technique. Voici le reportage de Régis Hippolyte à Gossou. 2 véhicules double cabine, 6 motos, un groupe électrogène, un tracteur, un motoculteur, du matériel bureautique et d'importants équipements techniques pour certains métiers offerts ce jeudi 9 novembre 2023 au profit de CFL de Nati Tengou, du CFPA de Djougou et du CEPEC Don Bosco de Parakou. Un geste de la composante territoriale du programme Formation professionnelle et renforcement de capacités pour l'emploi, force dont l'objectif est noble. L'objectif global du programme Force est de contribuer à mettre en place un système efficace et attractif de formation professionnelle par apprentissage qui contribue à un développement socio-économique inclusif et à la mitigation des facteurs de risque pour l'extrémisme violent au Bénin. Un acte qui permettra d'améliorer le plateau technique de ces centres de formation et contribuer à améliorer l'accès des jeunes à une formation professionnelle de qualité. Un programme financé par la coopération suisse. La Suisse est donc résolument engagée à accompagner la mise en œuvre de la nouvelle stratégie nationale pour l'enseignement technique et la formation professionnelle adoptée par l'État. Les équipements, matériels et ouvrages, objets de remise ce matin, sont pour nous un moyen pour l'atteinte de l'objectif final qui est l'amélioration de la qualité et des capacités de formation des centres partenaires. De la part de nos apprenants et stagiaires, je voudrais espérer un bon usage des matériels et équipements dans la discipline et le respect du bien public. À l'occasion, le bâtiment qui servira de maison à la surveillante des filles du CFL Nati Tengou a été inauguré. Et ce sont les récipiendaires qui se réjouissent pour ces différents dons. Nous vous remercions par ma voix
pour tous vos efforts ou abnégations que vous ne cessez de fournir à notre égard. Nous vous promettons de faire bon usage du matériel qui nous a été offert. Nous sommes fiers d'être partenaires dans cette entreprise visant à renforcer la formation professionnelle. Je tiens à exprimer ma gratitude envers tous ceux qui ont contribué à cette réalisation. À noter qu'à la fin de cette cérémonie officielle, une visite guidée a permis de contempler les différents compartiments de la ferme, du centre CFL de Natitingou et de s'enquérir de ce qui s'y passe. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée à chacun et à tous.